Avant de parler de classique, je pense qu'il faudrait peut-être savoir ce que c'est que des classicistes. Et je pense que nous trois qui sommes ici, enfin nous pouvons tous nous définir comme classicistes par rapport à nos collègues qui travaillent sur la Chine moderne et contemporaine. Je pense que nous sommes classicistes non seulement parce que nous nous intéressons à la Chine dite ancienne ou classique, mais aussi parce que nous venons de formations dites classiques. Nous sommes tous passés par des formations en langue plus ou moins anciennes. Nous avons tous plus ou moins fait du grec, du latin, du sanskrit, du chinois ancien. Et donc, c'est comme ça que nous nous définissons comme classicistes. Alors maintenant, la notion de classique en Chine, quand on l'évoque en chinois, on pense à un terme qui se prononce Qing en chinois moderne et qui s'écrit avec le radical de la soie et qui désigne en fait la chaîne du tissu. Alors les Qing sont par définition donc justement ceux qui au fond tissent la réalité des choses, qui évoquent une idée de constance, qui dessine une espèce de texture de fond. D'ailleurs, cette métaphore textile, on la retrouve dans d'autres contextes. Les sutras sont aussi en fait une forme de textile, et le texte latin aussi est par définition donc et par étymologie un textile, un tissu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce terme de Qing, qui désigne donc la chaîne du tissu, se combine avec un autre terme qui se prononce Wei en chinois moderne et qui désigne la trame du tissu. Donc vous avez cette double tessiture qui vient donc doubler en quelque sorte en fait le tissu de la réalité. Et c'est ça qu'on entend par classique en chinois, avec évidemment un corpus de textes qui peut être différent selon disons les grandes tendances. Vous avez un corpus qui a été défini pour le canon confucéen, vous avez un autre corpus pour le canon taoïste et un autre corpus pour le canon bouddhiste. De manière plus large, on pourrait dire que, on pourrait souligner en tous les cas l'aspect classique au sens plutôt historique, c'est-à-dire dans une temporalité chronologique, on parle de la Chine classique. Alors qu'est-ce que la Chine classique ou la Chine ancienne? C'est la Chine qui, dans ses 3000 ans d'histoire, correspond à la première phase, disons, un peu comme dans nos antiquités grecques ou latine, et donc correspond environ à une période de 1000 ans, on pourrait dire, qui est le dernier millénaire avant notre ère, et qui commence avec la dynastie des Zhou, et se poursuit jusqu'à une date clé pour toute l'histoire chinoise, qui est 221 avant Jésus-Christ, qui marque l'entrée de la Chine, de cette partie de l'Eurasie, dans l'Empire. Donc c'est la fondation de l'Empire chinois en 221 avant notre ère, qui est suivi très rapidement par la grande dynastie des Han, très proche de l'Empire romain, qui dure 4 siècles, jusqu'environ le 2e ou 3e siècle, début du 3e siècle de notre ère. Et donc c'est durant cette période, qui va, disons, en gros de 800 avant notre ère jusqu'à 300 ou 220 exactement de notre ère, que se constitue, disons, le corpus fondamental des textes chinois ou de la culture chinoise, et on pourrait dire que c'est l'âge classique. Ensuite, à partir du IIIe siècle, on parle désormais de la Chine médiévale. Les historiens parlent de la Chine médiévale qui va du IIIe siècle jusqu'au Xe siècle de notre ère, qui est marquée par la grande dynastie des Tang,
avec, disons, l'éclosion et le développement du taoïsme et du bouddhisme, qui n'existait pas, qui se développe à partir du 2e siècle de notre ère en Chine. Et puis une 3e période, la période prémoderne ou moderne, qui commence au 11e siècle à peu près et se poursuit, disons, jusqu'à nos jours, ou en tous les cas, si on ne tient pas compte de la période contemporaine. Voilà. Donc c'est ces 3 grandes périodes qui constituent l'histoire de Chine, et on réserve en général le terme de classique ou ancien à cette première phase de l'histoire chinoise, qui, donc, comme je le disais tout à l'heure, court sur un millénaire de moins 800, de 800 avant notre ère à 2 ou 300 de notre ère, et donc avec 4 siècles d'empire, et ensuite on parle de la période pré-impériale, c'est-à-dire avant 221. Sur ce cadrage historique vient se greffer le cadrage scripturaire, c'est-à-dire les textes produits durant cette période classique. Donc au sens large, le mot classique revêt 2 choses. Les textes, l'ensemble des textes produits durant cette première phase de l'histoire chinoise, un peu comme lorsqu'on parle des classiques grecs et latins, on entend l'ensemble des textes produits en grec et en latin, donc il y a aussi le problème de la langue, durant cette phase première, donc l'époque grecque, hellénistique et romaine. Chez nous, c'est la période pré-impériale, donc de la dynastie des Zhou, et le premier grand empire chinois, celui des Han. Alors, dans ce corpus classique, comme Anne vient de le souligner, il s'en distingue un groupe tout à fait particulier, qu'on a traduit par classique, et c'est ce mot Jing, que rien ne prédisposait à être appelé classique, puisque ça veut dire la chaîne, c'est-à-dire un texte recteur, un texte orthodoxe, un texte fixé, un texte fondateur. Et donc c'est, là aussi, il y a 2 acceptions de ce mot classique appliqué à des textes. D'une part, c'est le corpus de textes du confucianisme, c'est-à-dire les classiques confucéens, qui, pour cette période, sont au nombre de 5, parfois 6. Ces textes, ce sont les 5 classiques, Wu Jing en chinois, qui, pour le dire tout de même rapidement, puisque peut-être tout à l'heure on aura l'occasion d'y revenir, il s'agit, pour les textes les plus anciens, compilés à peu près entre le 8e et le 5e siècle, le classique des documents, donc des recueils de documents qui renvoient à la période de Zhou, donc des premières dynasties royales. Il y a aussi le classique des odes ou de la poésie, qui est aussi un recueil de poèmes, de pièces poétiques, etc. C'est le 2e grand classique. Ensuite vient le classique plutôt connu en Occident, c'est-à-dire le classique des mutations, le livre des changements, sous ces diverses appellations. Ce sont les 3 grands classiques de la Chine ancienne, auxquels s'ajoute aussi un texte plutôt de chronique, qu'on appelle les annales des printemps et automnes, printemps et automne voulant simplement dire chronique en Chine, c'est-à-dire la succession des années. Et donc c'est aussi le 4e grand classique. Et puis le 5e, ce sont le 5e et le 6e, mais disons le 5e, c'est les rites. Alors c'est le classique qui probablement a été mis en forme, compilé le plus récemment sous la dynastie des Han. Donc au 1er siècle de notre ère, on voit ce corpus des 5 classiques, auxquels on ajoute parfois, avec les rites, la musique, mais disons principalement c'est les 5 classiques, c'est les 5 classiques du confucianisme qu'on désigne par les 5 classiques. Ça, c'est le terme le plus strictement appliqué en général à la notion de classique. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est toute la littérature, tous les textes, tous les écrits qui remontent à cette période, donc pré-impériale et du Premier Empire, qu'on appelle aussi, surtout en Occident, les classiques. Alors, il y a dans ce groupe de textes, qu'on peut dénombrer assez précisément, on a les 5 classiques du confucianisme, donc les 5 classiques, mais on a aussi ce qu'on appelle les maîtres à penser, donc, ou les philosophes, ou les écoles de philosophie. C'est aussi un corpus très important qui n'est pas spécifiquement confucéen, que tous les lettrés, alors on viendra peut-être sur la notion
de lettrés qui est très importante, mais disons tous les lettrés, tous les classicistes, d'une certaine manière, connaissaient aussi bien les classiques que les philosophes, que ces maîtres à penser, au rang desquels, bien sûr, Confucius, Mencius, dont peut-être on dira quelques mots tout à l'heure, Xunzi, mais aussi Chuangzi, Lao Tzu et Han Feizi. On a comme ça un ensemble de textes dits des Zi, de même que le Qing, c'est le classique, la chaîne, le Zi, c'est le maître à penser, le philosophe. C'est pourquoi on a toujours Chuangzi, Lao Tzu, Kongzi pour Confucius, etc. Donc ça, c'est le deuxième grand groupe. Et puis il y a un troisième groupe, on pourrait dire, de textes analytiques ou chronologiques et, au fond, historiques. Et c'est surtout avec la dynastie des Han que le corpus historique s'agrandit, avec, par exemple, le célèbre ouvrage attribué, enfin écrit par l'historien Sima Qian vers 100 avant notre ère, les Mémoires historiques, un monument de la littérature chinoise, puisqu'il reprend l'histoire dès ses origines jusqu'à donc la dynastie des Han, et c'est le premier grand ouvrage des annales officielles de la Chine, qui sera repris par toutes les dynasties successives, sous les Han, sous les Tang, et jusqu'à la dernière dynastie Mandchoue, qui a régné jusqu'au début du XXe siècle. Tous les textes fondateurs avaient tendance à être désignés comme des livres chaînes, par opposition à la trame, comme l'a souligné Anne tout à l'heure, dans le contexte confucéen, où la trame ne fait que embellir, adorner ou compléter ce que la chaîne a posé. Mais dans les textes les plus anciens qu'on ait, les exemples archéologiques, la notion de Qing s'oppose à celle de commentaire, un mot shuo, qui veut dire commentaire, glose, d'une part, et aussi à chuan, ou juan, qui veut dire commentaire. Donc il y a le texte canonique et son commentaire, le texte canonique Qing, et son commentaire shuo, juan, ou sous les Han, les textes trames qui donc complètent les autres. Si on prend par exemple chacune des doctrines principales qui se sont progressivement constituées, donc ce qu'on peut appeler le confucianisme, puis le taoïsme et parallèlement le bouddhisme, surtout à partir pour le taoïsme et le bouddhisme à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, ce qui apparaît, c'est que chacun des textes fondateurs de ces différentes écoles vont être, d'une manière ou d'une autre, appelés classiques. Et pour ce qui est de la tradition confucéenne, on peut appeler classique véritablement l'enregistrement d'une manière très variée. Marc a parlé de 5 classiques qui couvrent les rites, une dimension divinatoire, une dimension historique. Mais on peut parler d'un enregistrement à la fois des paroles et des actes des sages de l'Antiquité, qui sont censés être les pères de la civilisation chinoise et avoir donné d'une certaine manière les cadres généraux de cette civilisation. Pour ce qui est de la tradition bouddhique, on appelle classique, c'est la tradition chinoise. Le mot Jing ici sert à traduire en fait la notion indienne de sutra, et les classiques dans ce cas-là en fait correspondent à la parole véridique du Bouddha. Donc ce sont des textes qui restituent la parole du Bouddha. Et pour ce qui est de la tradition taoïste, on a peut-être quelque chose d'un petit peu différent, dans la mesure où on a affaire à des textes qui sont pour le coup révélés, alors que les textes précédents sont l'œuvre d'une transmission finalement. Et là, dans le taoïsme, ces classiques prennent des formes extrêmement variées, mais ça peut prendre la forme d'un talisman ou d'un diagramme, et ce diagramme est transmis à une personne qui est censée en fait le recevoir et être capable de le transmettre. Mais ces textes sont clairement appelés des livres célestes, c'est-à-dire des livres tombés du ciel. Donc on a d'une certaine façon trois types de textes qu'on appelle classiques en fonction des traditions, c'est-à-dire les paroles et les actes des anciens sages, les paroles du Bouddha pour ce qui est du bouddhisme, et puis ces textes véritablement tombés du ciel qui sont transmis généralement par un immortel à
enfin dans les représentations qui en sont faites, transmis par un immortel à un adepte qui généralement au départ n'en veut pas du tout et qui est bien obligé ensuite d'accepter en fait le texte et de le transmettre. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui est spécifique dans la pensée, dans la culture chinoise, dans la mesure où la révélation ne constitue qu'un des aspects véritablement, alors que quand on parle peut-être des grands textes, en particulier religieux classiques, cette dimension de révélation est peut-être plus mise en avant. En Chine, elle existe, mais elle est peut-être pas essentielle au fond. Et cette caractéristique-là conduit à l'idée qu'il y a en fait une possibilité quasi infinie, d'une certaine manière, de découverte de classiques ou de nouveaux classiques. Si on prend la tradition confucéenne, on commence par 5 classiques, ceux qui ont été évoqués par Marc Kalinowski, qui sont les grands textes fondateurs, mais ce corpus de textes va s'étendre dans le courant de la dynastie des Song, c'est-à-dire au XIIe siècle, à 13 textes qui font partie du corpus confucéen. Les classiques bouddhiques, de la même manière, sont des classiques qui, au départ, enregistrent la parole du Bouddha, mais très vite, les Chinois, lorsqu'ils sinisent progressivement le bouddhisme indien, vont créer de toutes pièces des textes dans lesquels ils vont exprimer la parole du Bouddha à la chinoise. Donc on va avoir en fait un Bouddha chinois qui s'exprime dans une langue très particulière, et on a effectivement des textes qui sont des textes classiques, qui n'existent chinois, qui n'existent absolument pas dans la tradition bouddhique indienne. Et de la même façon, pour ce qui est des textes taoïstes, n'importe quel type de texte tombé du ciel, n'importe quel type de diagramme, va fonder une nouvelle lignée et va être appelé Qing. Donc, autrement dit, en fait, il suffirait qu'il y ait aujourd'hui une nouvelle révélation taoïste pour que l'on ait affaire à de nouveaux classiques, de nouveaux textes, donc dits classiques, au sens très générique que peut avoir le terme de classique. Et d'une certaine façon, cette idée-là qui est, bon, enfin, ou cette remarque que l'on peut faire sur les classiques est justifiée dans les textes même de certains commentateurs chinois, qui disent que le texte classique peut être soit amputé, soit augmenté. Donc le texte classique n'est pas un texte stable, mais c'est aussi constamment un texte ouvert, et l'ouverture qu'il réclame, c'est un appel aux commentaires, essentiellement. Je crois que ce qui fait en fait le texte classique, c'est qu'il appelle d'une manière ou d'une autre un commentaire. Donc on peut d'une certaine manière dire que plus il y a de commentaires, plus il y a de classiques. En fait. Oui. Et on pourrait même dire, comme je l'ai soutenu une fois, que c'est au fond le commentaire qui fait le classique. Parce qu'il y a une sorte de, pour filer la métaphore textile, c'est le cas de le dire, il y a en fait une sorte d'intertissage entre le commentaire et le texte commenté, à tel point que quelquefois c'est très difficile de faire la part des deux. Marc a parlé de ce terme pour désigner les commentaires, qui est le terme de chuan. Mais c'est un terme qui, prononcé à la façon moderne d'une autre manière, chuan, veut dire la transmission. Donc en fait, c'est au fond le commentaire qui décide d'une certaine manière de la façon dont le texte sera transmis et dans quel type de compréhension, dans quel type d'interprétation. Donc là, il y a vraiment un intertissage entre le classique et son ou ses commentaires qui est vraiment assez intéressant. Et qui fait que justement le corpus des classiques, quelle que soit la tradition dont on parle, n'est jamais fermé. Ce n'est pas un corpus clos, à tel point que Stéphane a parlé de cette augmentation spectaculaire du nombre
textes considérés comme canoniques dans la tradition confucéenne sous les Song, notamment au XIIe siècle. Et on pense à ce grand philosophe dont le nom est Zhu Xi, qui est, on l'a souvent comparé, en tout cas on a comparé son influence à celle de Thomas d'Aquin. C'est vraiment quelqu'un qui a fait une synthèse absolument extraordinaire donc de ce monde des classiques, et qui s'est permis non seulement d'en ajouter, mais en plus en fait d'en modifier la composition. Hein. Il s'est même permis si on peut dire, de trafiquer en fait un certain nombre de ces textes pour les faire coller à sa propre compréhension. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi le commentaire donc, qui fait le classique, et le classique qui fait le classiciste. J'aurais voulu ajouter quelque chose à propos de la distinction entre classique confucéen, donc le corpus confucéen, le corpus bouddhique, les classiques bouddhiques, et les classiques taoïstes. Il faut dire que dans la tradition sinologique, si en chinois c'est le même mot ting qui désigne ces textes, qu'ils soient confucéens, bouddhistes ou taoïstes, dans la tradition sinologique, professionnelle mais aussi largement diffusée dans les langues européennes, on applique la notion de classique, on utilise le mot classique principalement pour la tradition confucéenne, et c'est pas par hasard, puisque c'est la tradition des missionnaires jésuites qui, par opposition aux textes religieux du taoïsme et du bouddhisme, qu'ils qualifiaient de canon, de textes canoniques, on utilise souvent canon, le canon taoïste, on ne dit pas le recueil des classiques du bouddhisme, ça ne se dit pas. Ce sont des textes canoniques révélés principalement par des dieux. Il y a toute une dimension théologique qui existe beaucoup moins et qui est moins forte, ou en tous les cas sur lequel les missionnaires qui ont entamé, ouvert, si vous voulez, au niveau l'usage terminologique de classique appliqué au confucianisme, c'était sur l'image justement des textes de l'Antiquité classique. C'est-à-dire pour les jésuites, les textes du confucianisme sont des textes plutôt philosophiques, qui relèvent d'une sagesse, en tous les cas qui ne s'opposent pas à la tradition chrétienne. Et à ce propos-là, le mot Bible en chinois se traduit aussi par le classique saint, le saint livre. C'est la traduction, donc c'est aussi un ting, notre Bible, le Coran, tous les textes classiques du monde, disons, entier, aussi bien les Védas indiens, le Coran, la Bible, sont tous, en termes de chinois, disons, annexés ou considérés comme des ting. Ce sont les textes fondateurs de ces traditions. Ce personnage qu'on connaît en Europe sous le nom de Confucius, d'abord on le connaît sous un nom latinisé. Et là encore, on retrouve le rôle des missionnaires, et notamment des missionnaires jésuites, qui ont commencé à être présents en Chine au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, qui donc ont latinisé l'appellation chinoise Kongfu-zi, où on retrouve ce mot qui signifie maître ou maître à penser, qui l'ont latinisé donc en Confucius. Bon, alors donc c'est déjà, je pense, important de mentionner que l'Europe a pris connaissance donc de ce personnage à travers donc l'optique missionnaire et l'optique jésuite. Alors, ce personnage qui a quand même
occupait un rôle premier et fondateur on pourrait dire dans la culture lettrée chinoise, puisque c'est, on pourrait dire, le premier parmi le premier prototype des lettrés confucéens. On connaît, disons, une sorte de récit de vie, on ne pourrait pas dire une biographie, mais un récit de vie, grâce à ce premier historien, donc Sima Qian, dont a parlé Marc Kalinowski, donc, qui parlait donc autour de l'an 100 avant Jésus-Christ, alors que ce personnage, Maître Krong, donc pour les Chinois, Krongzi, a vécu entre le 6e et le 5e siècle avant l'ère chrétienne. Donc je crois que ces dates conventionnelles sont 551 à 479. Ce qui veut dire que ce récit de vie a été composé largement plusieurs siècles après le vivant de ce personnage. Et on peut dire que c'est un récit largement hagiographique, même entremêlé enfin, d'éléments de légende. On y trouve même en fait le récit d'une rencontre entre Maître Krong et Lao Tzu, dont on se demande encore si c'est un personnage qui a existé. Donc là, nous sommes véritablement dans une reconstruction un petit peu légendaire, mais d'après ce récit, ce personnage est quelqu'un qui représente une catégorie sociale assez intéressante dans la mesure où il ne faisait plus partie, en tout cas, on pourrait dire de l'aristocratie nobiliaire, sans être exactement quelqu'un du commun, donc qui représentait en fait une catégorie intermédiaire qui va devenir assez florissante pendant, disons, toute la période entre le 6e et le 3e siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire dans ces siècles qui ont précédé la constitution du premier empire centralisé. C'est une catégorie de gens qui sont des lettrés, qui ont la maîtrise de l'écriture, de la chose écrite, et la maîtrise des rites, et qui seront donc véritablement la base en fait de la future bureaucratie impériale. Donc vraiment des lettrés, maîtres des rites, serviteurs donc de l'État impérial. Donc Confucius, c'est d'abord ça. Et son récit de vie va donc dans le sens justement de cette vocation, c'est-à-dire donc c'est quelqu'un qui apparemment était un expert affaires rituelles, qui a cherché à être employé par le souverain de son pays natal, le pays de l'eau, qui se trouve dans l'actuelle province du Shandong, donc cette province côtière de la Chine de l'Est, et qui aurait donc quitté ce pays, le service de son prince, en claquant la porte en quelque sorte, parce qu'il était mécontent de la façon dont le prince menait le gouvernement du pays. Et à partir de là, donc, il s'est lancé dans un périple d'une dizaine d'années à travers les diverses principautés de la Chine de l'époque pour offrir ses services de conseiller donc, aux différents princes. Et apparemment, il n'a pas eu beaucoup de succès parce qu'ensuite il est revenu donc au pays de l'eau pour se contenter finalement d'enseigner à un groupe de disciples, un petit peu faute de mieux. Hein. Et donc le récit de Sima Qian est le récit au fond, comment dire, d'un raté magnifique. Confucius, c'est vraiment le personnage du raté, mais du raté qui va avoir un destin extraordinaire dans la postérité. Alors maintenant, ça c'est évidemment la vulgate qui a été retenue, qui est reproduite partout, etc. Alors maintenant, justement, avec
les avancées des recherches sinologiques et aussi les découvertes archéologiques qui sont faites en Chine depuis quelques décennies, cette image, évidemment, commence à changer, mais ça, c'est une autre histoire que je laisse à Marc. Effectivement, les manuscrits donc découverts depuis quelques décennies dans les sépultures de la Chine centrale et qui, disons, recouvrent environ une période de 4 siècles, de moins 300 ou de 300 avant notre ère à peu près 100 de notre ère, nous ont ouvert des perspectives tout à fait inédites que les lettrés, pendant 2000 ans, n'avaient pas, c'est-à-dire nous ont donné l'accès à tout un corpus scripturaire, y compris donc certains des classiques, les 5 classiques, les écrits des philosophes et bien d'autres types de textes dont on ne connaissait absolument rien. Et on pourrait préciser ici que ce soit les 5 classiques ou les textes des philosophes, y compris les entretiens de Confucius ou le Lao Tzu, c'est-à-dire le livre de la voie et de la vertu dont on peut parler à propos, disons, de la tradition taoïste, ce sont des textes qui se sont constitués, ou plutôt qui ont été constitués au 1er siècle de notre ère, ou au 1er siècle, à la fin du 1er siècle avant notre ère. C'est à cette époque-là que les empereurs chinois ont décidé de refondre leur bibliothèque, la bibliothèque impériale, donc à la cour des empereurs Han, ont été reconstituées. Et pour ce faire, on a chargé des lettrés, doxographes, philosophes, penseurs, historiens, de se grouper et de collationner, d'éditer donc tout ce qu'il y avait comme texte hérité des périodes anciennes. Donc pendant longtemps, et il y a toute une tradition qui s'est développée notamment parmi les lettrés chinois au XXe siècle, qui considère que toute la tradition chinoise ne remonte guère au-delà, au point de vue des textes, guère au-delà du 1er siècle avant notre ère, que tout ce qui est dit du passé chinois, donc de cette période classique, en fait, elle a été moulée, reformatée, reconsidérée à partir donc des exigences idéologiques de cette dynastie Han, de ce 1er siècle, où le confucianisme change de figure à ce moment-là, il devient doctrine d'État. Et donc ces textes-là ont été, et on a même des rapports sur la manière dont on éditait les textes. On sait que, par exemple, on recueillait 300 chapitres d'un texte, par exemple le Zhuangzi, et les lettrés en charge donc, des bibliothèques sélectionnaient parmi ces 300 chapitres 50 ou 60 qui constituent les éditions que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire toute la tradition chinoise depuis le 1er siècle avant notre ère jusqu'à aujourd'hui, avant les découvertes manuscrites, était fondée sur ces éditions compilées et édité, parce qu'à cette occasion, tous ces textes ont été copiés sur des papiers calibrés, disons. On connaît la taille des manuscrits, l'encre, la forme, etc. Tout a été refondu à ce moment-là. Donc c'est la difficulté rencontrée quand on essaye d'évaluer, comme on peut le voir à travers la biographie, le récit de vie de Confucius, on ne sait pas très bien ce qui se passait, puisque de Confucius, nous n'avons rien. Les entretiens de Confucius, c'est un texte qui apparaît en Chine, justement à cette époque, les entretiens de Confucius, au 1er siècle de notre ère, à travers un commentaire, et le texte est fixé à ce moment-là. Avant, nous avons aujourd'hui, les manuscrits nous le montrent, des dizaines de petits manuscrits, c'est-à-dire un texte avant, disons, l'Empire, et puis peut-être même au début de l'Empire, c'est un rouleau de bambou sur des fines lamelles de bambou, donc un peu comme un store aujourd'hui, oui, un store vénitien, mais tenu verticalement, on le roule, comme ensuite les rouleaux d'ailleurs, après l'invention du papier au IIIe siècle de notre ère, on passera du rouleau de bambou donc à ce store vénitien
au rouleau sur papier. Et bien, à cette époque, donc, les textes, peut-être à cause de cette maniabilité réduite, étaient courts. On trouve dans les tombes, c'est jamais un texte entier, par exemple, d'un philosophe. On trouvera un chapitre, enfin ce qu'on considère aujourd'hui, à travers la tradition des textes transmis, comme un chapitre d'un texte, et puis un autre, un troisième, etc. Donc, parmi ces textes, on trouve Confucius est très présent. Selon les tombes, si c'est une tombe principalement contenant des textes de type confucéen, Confucius est omniprésent, mais tout ce qui lui est attribué comme discours n'existe pas dans la tradition transmise. C'est très différent de ce qu'on a dans les entretiens, et c'est aussi différent des recueils qui, sous les Han, compilent les propos de Confucius. Il y a beaucoup de ressemblances, mais il y a aussi beaucoup de dissemblances. On arrive donc à cette notion que les textes canoniques attribués à Confucius ou édités par Confucius se sont formés lentement et sont arrivés à une forme plus ou moins fixe au 1er siècle avant notre ère, à l'occasion de la refonte des bibliothèques impériales. Et c'est aussi à cette époque où on a gravé sur pierre le texte des classiques, des 5 classiques. Donc, à partir du 1er siècle de notre ère, la notion de classique est fixée, le texte ne changera plus, à part quelques variantes ici et ça, et ce qui se passe, c'est qu'on l'enrichit d'autres textes. Par exemple, il y a, à l'époque Han, comme je le disais, il y a un traité des rites, qui est un des 5 classiques, mais ensuite, il y aura 3 traités des rites différents. Donc, et ainsi de suite, ce qui va augmenter le nombre de classiques à 13. Donc la tradition n'a pas changé tellement le texte même des classiques, qui ne pouvait plus être changé, car il était sur pierre, et ces pierres subsistent encore aujourd'hui, en partie, mais les dynasties successives ont imprimé les 5 classiques sur pierre presque à chaque dynastie. Quand on va à Xi'an aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la forêt des classiques, dans lequel on a des salles entières avec les classiques, les 5 classiques, et voire même les 13 classiques, gravés sur pierre. Donc, gravés sur pierre, à moins d'être soi-même sculpteur et venir gratter le texte, on ne peut pas changer la lettre du classique. Par contre, les traditions, les commentaires, la tradition commentariale, elle, donne à chaque fois des éclairages divers sur ces textes. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire, disons, du confucianisme et de sa pensée. On parle effectivement du confucianisme à partir de la figure de Confucius, et la figure de Confucius, c'est effectivement une figure à la fois tutélaire, mais qui comporte, me semble-t-il, au moins un certain nombre de traits saillants qui la différencient d'autres traditions, puisque Confucius est quand même le premier dans la tradition chinoise, donc indépendamment des textes qui ont été retrouvés dans les tombes. Dans la tradition chinoise, Confucius est quand même celui que l'on peut appeler le découvreur ou l'inventeur de la morale. Cette notion n'existe pas dans les textes que l'on connaît ou de la tradition de la dynastie à laquelle il appartenait. On avait un système rituel, mais qui n'était pas du tout pensé en termes de morale. Ce que Confucius exprime dans le texte qui pose problème, effectivement, mais qui nous est parvenu, qui s'appelle les Entretiens, qui est censé restituer sa parole d'une certaine façon, c'est d'indiquer que la caractéristique de l'homme, véritablement, c'est d'être tendu de manière bienveillante envers autrui. Donc il découvre une vertu qui est cette forme de tension bienveillante envers autrui qu'il appelle Ren, et que l'on traduit par vertu d'humanité ou sens de l'humain. Et cette caractéristique-là fait de lui véritablement le premier des penseurs. C'est le premier qui parle véritablement en son nom, dans la tradition, hein, toujours, et qui inaugure l'expression des idées
Donc ça va être ce premier auteur à tout seigneur, tout honneur, va être ensuite éminemment critiqué dans les traditions ultérieures. Et d'une certaine façon, dans la période pré-impériale, tous se déterminent par rapport à Confucius. Hein, donc cette première prise de parole personnelle dans laquelle un maître enseigne tout en développant un certain nombre de notions, et en particulier en disant que l'homme est au fond, peut se réduire à une tension morale envers autrui qu'il faut apprendre à développer, et qu'il faut apprendre à étudier au cours et c'est un autre terme essentiel de la pensée de Confucius telle qu'elle est évoquée dans les entretiens, c'est la notion d'étude ou d'apprentissage. Et l'étude et l'apprentissage, c'est quelque chose qui n'est pas simplement l'étude des textes ou l'étude de la tradition ancienne, mais c'est ce qu'un certain nombre de lettrés définissent comme l'étude de l'homme. C'est-à-dire apprendre, c'est d'abord et avant tout apprendre à devenir un homme. C'est ce que diront beaucoup de commentateurs de la tradition ultérieure des chinoise, en particulier sous la dynastie des Song. Donc une des idées principales de Confucius, me semble-t-il, dans les entretiens et dans la manière dont la tradition l'a comprise, c'est qu'il propose au fond, Confucius propose en fait à l'humanité un projet qui est de devenir homme à part entière. Donc non pas simplement de considérer que l'humanité est un donné qui m'opposerait à l'animal, mais que l'humanité c'est quelque chose que l'on doit poursuivre et cultiver donc dans des pratiques et dans des conduites qui permettent d'exprimer une forme de potentiel totalement recouvré de l'humain. Et dans un texte célèbre qu'on trouve dans les entretiens, Confucius dit qu'il commence que son parcours, en fait, dans un texte qui se présente comme une très brève autobiographie, il dit dès l'âge de 15 ans, il se détermine dans l'étude. Et qu'ensuite, il y a un certain nombre de jalons qui le conduisent jusqu'à 70 ans, à un moment où il dit, à 70 ans, je laissais libre cours au désir de mon cœur, sans jamais transgresser la règle. Donc, l'idéal confucéen tel qu'il est exprimé dans ce texte, alors, reste à savoir si Confucius a dit ça ou pas, mais c'est l'idéal confucéen, d'une certaine manière, c'est à la suite d'un apprentissage continu, persévérant et patient, de parvenir à une forme de libération, tout de même, laisser libre cours au désir de son cœur, tout en restant quand même dans l'ordre des choses et dans le cours des choses. Donc c'est un idéal qui est proposé à l'homme, et qui va effectivement séduire énormément de lettrés. C'est un passage des entretiens qui dit ceci, à 15 ans, j'ai déterminé d'apprendre, à 30 ans, j'étais debout, à 40 ans, je n'avais plus de doute, à 50, je connaissais le décret du ciel, à 60, mon oreille était accordée, et à 70 ans, justement, je pouvais suivre 70 ans, enfin, on suppose que il parle à cet âge-là, donc à 70, maintenant que j'ai 70 ans, je peux laisser libre cours au désir de mon cœur sans jamais transgresser la règle. Wu, shi you wu, zhi yu xue, 30而立，40而不惑，50而知天命。60而耳顺，70而从心所欲，不逾矩。La pensée du maître est donc, telle qu'on la trouve dans les entretiens, est une pensée très ouverte. Et dans la tradition, il aurait eu 70 disciples principaux, et puis certains lui prêtent même plus de 3000 disciples. Et d'une certaine façon, les disciples vont s'attacher à comprendre ce qu'avait voulu dire le maître, et donc vont proposer chacun des embranchements particuliers du confucianisme. Si bien que dès la période ancienne, certains textes qui font partie de cet ensemble des textes dits des philosophes, considèrent qu'il y a 8 écoles confucéennes ou 10 écoles confucéennes déjà. Donc, et d'une certaine façon,
Le confucianisme est multiforme parce que le maître ne définissait rien, ne fixait rien véritablement, et les disciples ont besoin, eux, véritablement de choses beaucoup plus stables. Donc ils vont saisir dans les propos des entretiens un certain nombre de paroles qu'ils vont considérer comme la clé de la pensée de Confucius. Si bien que, en fait, le confucianisme, il faudrait davantage parler de confucianisme au pluriel. Et que le confucianisme, c'est un peu l'auberge espagnole, hein, à laquelle tout le monde vient en fait apporter à la fois ses aliments et ses ferments. Et le confucianisme inclut aussi en fait l'anticonfucianisme, c'est-à-dire que le confucianisme porte sur lui-même aussi un regard critique. Il a intégré aussi les critiques justement de toutes les écoles de pensée rivales. Et ça, c'est ce qui se passe dans cette période dite des royaumes combattants qui a précédé donc l'instauration du premier empire centralisé en l'an 221 avant notre ère. Et donc, au fond, c'est ce que disait Stéphane, Confucius est un peu, comment dire, le point de référence commun et le point de fixation de toutes les critiques. Il suffit d'entendre Confucius défendre justement cette éducation morale pour entendre justement un rival dire mais plus il y a de morale et plus le monde décline, ou alors entendre Confucius défendre les rites pour entendre quelqu'un comme Maître Mo dire oui mais les rites nous compliquent l'existence, ils coûtent cher, ils sont mauvais pour l'économie et ils sont hypocrites et donc il vaut mieux s'en passer. Enfin, donc on peut dire qu'au fond, le confucianisme comprend tout le confucianisme et son contraire. Le fondateur du taoïsme bien connu, là, le fameux Lao Tzu, avec l'ouvrage qui porte son nom, mais qui est aussi connu comme le livre de la voie et de la vertu, le Tao Te Ching, justement, le classique de la voie et de la vertu. Ce Lao Tzu, maître Lao, d'après la tradition, est pratiquement contemporain de Confucius. Il vient un peu après, il serait, d'après les différents textes des rames qui nous rapportent là aussi sa biographie légendaire, bien sûr, quelqu'un qui daterait du 5e, 4e siècle avant notre ère. Bon, nous n'avons aucune preuve de son existence. Par contre, les manuscrits récemment découverts dans les tombes nous ont livré maintenant 3 manuscrits du Lao Tzu datant du 3e siècle, alors que nous n'avons rien sur Confucius. Donc il semblerait que ces manuscrits de Lao Tzu, en tous les cas dans cette région où ces tombes contenaient les manuscrits, finalement, les entretiens de Confucius n'étaient pas du tout en circulation, bien qu'il y ait des écrits, comme je le disais tout à l'heure, qui rapportent des propos de Confucius, mais on a par contre un texte du Lao Tzu de manière assez différente de celui qu'on connaît aujourd'hui, mais tout de même aisément reconnaissable comme étant une première version du livre de la voie et de la vertu. Donc c'est ce texte attribué à Lao Tzu est trouvé dans une tombe parmi des textes confucéens. C'est-à-dire que ça pose la question des 2 grandes traditions, les frères ennemis de la tradition chinoise, les taoïstes ou le taoïsme et le confucianisme. Il semblerait qu'à cette époque pré-impériale, à l'origine, ce n'étaient pas des traditions non seulement fixées, mais fondamentalement opposées l'une à l'autre. Il semblerait que donc ce personnage qui s'est fait, qui probablement peut-être un maître à penser ou un enseignant, un précepteur, qui s'est fait donc inhumer avec un nombre assez considérable de manuscrits à caractère philosophique, dont 90%
sont de type confucéen, attribués à ses disciples, rapportant les propos de Confucius, contient aussi un manuscrit du Lao Tzu. Ça pose évidemment la question sur laquelle on débat actuellement, donc du rapport à cette époque entre confucianisme et taoïsme, et disons la tendance actuelle est de considérer qu'à cette époque, pour les lettrés ou les maîtres à penser, les écoles philosophiques de l'époque, il ne s'agissait pas de mouvements fondamentalement opposés, mais plutôt d'éclairages différents. Le Lao Tzu, plutôt de tendance plus métaphysique, aborde des questions d'ordre philosophique, moins concernées par la morale, ou critiquant ouvertement, comme on pourrait le souligner, les positions, ou se fondant par opposition aux traditions ritualistes du confucianisme. C'est seulement sous l'Empire, au 1er siècle de notre ère, que le taoïsme religieux, c'est-à-dire la religion et la tradition taoïste, se forment, et où elle acquiert une véritable, disons, position propre et tout à fait indépendante, en rapport plus d'ailleurs avec le bouddhisme qu'avec le confucianisme. Et donc c'est à partir de ce 1er siècle, absorbant la philosophie de Lao Tzu, c'est-à-dire la philosophie taoïste précédente, plus des pratiques religieuses, magiques, le culte des immortels, certaines pratiques bouddhiques à travers les premières traductions des textes bouddhiques qui apparaissent à ce moment-là, se forme une tradition dite religieuse avec progressivement un canon taoïste qui va, avec les siècles, prendre forme. C'est toujours cette idée qui se forme à partir du 3e siècle de notre ère, c'est taoïste chez soi et confucianiste à la cour. Confucianisme voulant dire gérer l'extérieur, éventuellement les affaires politiques, mais aussi la morale, et taoïste voulant dire les pratiques intérieures, que ce soit des pratiques réellement de type mystique, ou en tous les cas de culture de soi, avec un idéal de retraite à la campagne, une exaltation de la nature. Et donc c'est ces deux aspects qui caractérisent, à partir de cette période, le lettré confucéen, toutes tendances confondues. Alors il y aura ceux qui seront très attirés par le taoïsme, et d'autres qui seront plus attirés par les écrits de Confucius, mais tous considèrent cet ensemble, et donc ces deux petits textes fondateurs que sont le Lao Tzu et les Entretiens, comme faisant partie de leur culture, qui est donc le fond de cette culture chinoise, sur lequel vient aussi, bien sûr, pour beaucoup de lettrés, se greffer le bouddhisme, qui lui aussi apparaît à cette époque. Le bouddhisme s'introduit en Chine relativement tardivement, donc on considère que les premiers signes d'apparition du bouddhisme dans des régions assez reculées du centre du pouvoir se font au tournant de notre ère, mais il va commencer à se diffuser véritablement au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, pour atteindre en fait une période d'apogée, d'une certaine manière, sous la dynastie des Tang, c'est-à-dire entre 618 et 907 de notre ère. Le bouddhisme, en fait, va progressivement gagner de la force en Chine, parce qu'il répond à une question que, d'une certaine manière, la Chine n'avait pas su traiter auparavant, les textes philosophiques chinois n'avaient pas su traiter auparavant. Il apparaît dans une période relativement, où il se développe dans une période de déliquescence de l'État, et il va proposer en fait, aussi bien aux catégories populaires d'abord, puis ensuite à l'élite lettrée, une possibilité d'échapper au monde. Puisque le monde est dans un état de chaos, ou va progressivement s'acheminer vers un état de chaos, une des questions que se posent les lettrés, mais tout simplement les hommes du commun aussi, c'est qu'est-ce que l'on peut espérer de ce monde? Et voyant que le monde n'offre rien véritablement qui soit satisfaisant de ce point de vue-là, le bouddhisme vient combler un manque en proposant en fait une sorte de paradis, et donc ce que la pensée chinoise jusqu'à présent n'avait absolument pas fait.
C'est-à-dire dans le monde chinois, il y a ce monde et pas d'autre monde. Et le bouddhisme vient apporter quelque chose de cet ordre-là. Et donc c'est une des raisons du succès du bouddhisme par rapport aux traditions confucéennes et aux traditions taoïstes, dans la mesure où, effectivement, pour une large part, il vient combler un besoin de religion et d'eschatologie, d'une certaine manière. Progressivement, néanmoins, ce bouddhisme va être, donc d'origine indienne, va être sinisé. Et il va prendre des formes qui vont être très spécifiquement chinoises, et on peut considérer qu'à partir du 5e siècle de notre ère, il y a un certain nombre de textes qui sont appelés des classiques du bouddhisme, des sutras, donc, mais qui sont uniquement chinois, en fait, et pas seulement, en fait, des traductions du bouddhisme indien. Et dans cette sinisation progressive du bouddhisme, eh bien, les Chinois vont modifier assez considérablement l'image du Bouddha indien, et un certain nombre de traits chinois vont venir parer la figure du Bouddha. Et en particulier va se développer en Chine quelque chose qui est un bouddhisme de compassion, alors que le bouddhisme indien, et celui qui existe encore en Thaïlande, est plutôt un bouddhisme personnel de culture de soi. Donc il y a un idéal chinois, bouddhique, qui va se préciser, qui est l'idéal dit du bodhisattva, c'est-à-dire de cet homme qui se cultive jusqu'à un certain degré, mais qui ne arrête son développement juste avant de devenir un Bouddha. Parce que si l'on devient un Bouddha, on meurt et c'est définitif. Et le Bodhisattva, lui, décide de rester dans le monde pour sauver les humains. Et considérera que sa propre extinction définitive ne doit advenir que une fois que tous les hommes, d'une certaine façon, sont sauvés. Donc c'est ce bouddhisme-là qui va se développer, mais ce bouddhisme-là est évidemment en grande partie lié à certaines idées chinoises que l'on trouve chez Confucius, qui est cette forme de bienveillance universelle que préconise Confucius. Ensuite, le bouddhisme va prendre des formes très très particulières qui vont insister davantage sur la dimension du naturel. Pour devenir véritablement un Bouddha ou pour devenir un bodhisattva, il faut cultiver le naturel, et il y a donc une forme de syncrétisme qui va être faite entre des idées bouddhiques, des idées taoïstes et des idées confucéennes. Donc le bouddhisme, c'est au fond une pensée qui propose une voie de salut, mais dans un parcours qui, en définitive, au bout du compte, n'est pas si différent en fait de l'idéal confucéen de l'homme accompli ou de l'homme de bien, mais aussi de l'homme accompli du taoïsme ou de l'immortel d'une certaine façon. Et le bouddhisme va venir donc proposer une voie différente, mais qui, en définitive, plus on avance dans l'histoire chinoise de la pensée, plus on s'aperçoit que les trois doctrines deviennent une seule et même chose. Donc elles mettent l'accent sur des aspects différents, mais la visée finale est la même. Et à partir de la fin du XIe siècle et jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, va se développer une pensée que l'on appelle l'unité foncière des trois doctrines. Et il s'agit en fait de s'accomplir parfaitement. Alors il y a une voie bouddhique pour s'accomplir, une voie confucéenne pour s'accomplir, et une voie taoïste pour s'accomplir. Mais en définitive, l'idée c'est de pouvoir exprimer totalement les potentialités de ce qui fait l'homme en nous. Notre collection est née de la meilleure façon possible, c'est-à-dire elle est née d'un désir et d'un rêve.
Je crois que nous étions plusieurs, moi en particulier, à rêver d'un équivalent en chinois des budets grecs et latins. Je me souviens au moment où, il y a très longtemps, je pompais des versions dans les budets. Les traductions de Cicéron ou autres dans les budets, et en même temps je me disais ce serait tellement bien si il y avait la même chose pour les textes chinois classiques. Et alors voilà que des décennies plus tard le miracle s'accomplit grâce à la rencontre de Marc Kalinowski avec Marie-Josée Daupe. C'est comme ça, et c'est là-dessus que je suis venue m'agréger. Et c'est comme ça que la collection est née, et on a pu ensuite convaincre Stéphane Feuillat de nous rejoindre avec toutes ses compétences philologiques et philosophiques. Donc voilà, elle est née d'un désir, d'un rêve, et maintenant elle fonctionne sur un principe d'amitié. Nous formons un petit groupe qui nous occupons de la collection, et nous sommes liés par un lien d'amitié, alors d'amitié non seulement intellectuelle, mais de véritable amitié. Donc ce que nous avons voulu faire, au fond, c'est faire entrer donc des textes en chinois classique dans les humanités européennes. Parce que je pense qu'à un moment donné, nous en avons eu assez d'entendre nos pairs, nos collègues, des intellectuels du monde français et francophone très éminents, qui disent qu'ils ne connaissent rien à la Chine, pour la bonne raison qu'il n'y a rien à lire. Alors là, nous avons voulu leur rabattre le caquet en leur disant, ben, nous, on va vous fournir quelque chose à lire, c'est-à-dire donc les ouvrages en version originale, avec une traduction française annotée en vis-à-vis. Donc maintenant, il s'agit de préciser un peu ce qu'il faut entendre par langue chinoise classique, parce que, comme on pourra le constater, cette collection inclut non seulement des ouvrages chinois, mais aussi déjà maintenant des ouvrages coréens, japonais, et on l'espère aussi dans l'avenir des ouvrages vietnamiens, c'est-à-dire des ouvrages de penseurs, de savants qui se sont exprimés en chinois classique, même en n'étant pas chinois, hein, en sachant que le chinois classique a fonctionné un petit peu à la manière du latin, hein, dans, disons, le monde antique, mais aussi l'Europe médiévale jusqu'à l'aube de l'ère moderne, hein, jusqu'au XVIIIe et même jusqu'au XIXe siècle. Les clercs, enfin les savants, s'exprimaient encore volontiers en latin. Le chinois classique, oui, qui est une spécificité de notre collection, c'est effectivement que nous accueillons donc tous les textes qui a été écrit en chinois classique, donc pas nécessairement un classique confucéen cette fois, mais bien plus large au niveau proprement linguistique. La Chine a développé une langue écrite tout à fait particulière, et qui est l'expression donc des intellectuels, des lettrés, des historiens, des religieux chinois, mais aussi de toute la sphère de civilisation chinoise durant, disons, plus de 2 millénaires environ, hein, si on veut dater assez strictement les textes qui nous sont parvenus jusqu'à nos jours. Et donc c'est dans ce puits, ce réservoir tout à fait inépuisable de textes que nous essayons, tant bien que mal,
d'extraire, disons, des écrits ou des textes qui nous paraissent en tous les cas les plus représentatifs. Donc ça, c'est, disons, l'idéal ou le rêve, comme il a été dit, que nous poursuivons. Il y a aussi, je pense, dans les vertus de cette collection, l'idée que la Chine ne nous appartient plus. C'est-à-dire qu'elle n'appartient plus spécifiquement aux sinologues, mais qu'elle doit entrer véritablement en dialogue, désormais, avec d'autres cultures, et que la seule manière pour qu'elle entre véritablement en dialogue, c'est qu'on ait accès à des textes, et donc à des traductions. Jusqu'à présent, en fait, le monde sinologique a été un petit monde où le quant à soi fonctionnait à plein, et où parce on est dans ce petit monde, des notions aussi importantes que la notion de Xing, de nature humaine, de non-agir, eh bien, on ne les explicite plus véritablement parce que tout le monde est censé connaître. On s'aperçoit en fait que si on commence à discuter véritablement du sens de ces notions, on n'y comprend pas grand-chose. Donc il faut véritablement passer par un travail de traduction pour expliciter énormément de choses. Et ce travail de traduction, il faut le faire entre nous, d'abord sinologues, mais aussi en fait pour extérioriser un petit peu la chose. Et je crois aussi qu'il y a une autre vertu à cette collection, c'est que la Chine est tiraillée aujourd'hui. L'image que l'on a de la Chine aujourd'hui est particulièrement biaisée. Elle est tiraillée entre une Chine capitaliste dont personne ne veut et qui fait peur à tout le monde avec la pollution, le caractère très sauvage du capitalisme d'un côté, et puis une Chine qui serait plus ou moins fantasmée, où des lettrés vagabonderaient dans la campagne en chantant des poèmes. Et je crois que le mérite de cette collection, c'est aussi de proposer en fait un ensemble de textes très variés, aussi bien scientifiques que philosophiques, que poétiques, que techniques, qui permettent en fait de mesurer en fait l'étendue d'un savoir totalement, pour une large part étranger au savoir occidental ou européen, et qui montre qu'il y a d'autres possibilités d'écrire, d'autres possibilités de penser, des ressources donc de pensée qui peuvent aujourd'hui féconder d'une manière ou d'une autre, pour ceux qui voudraient s'en emparer, aussi bien la pensée que la poésie, que la littérature. C'est particulièrement le cas, je crois, en poésie. Il y a en poésie contemporaine au XXe siècle en France énormément de personnes qui se sont intéressées, énormément de poètes qui se sont intéressés à la poésie chinoise, avec des traductions toujours plus ou moins ambiguës, personnelles, où on approche plus de la belle infidèle que d'une véritable restitution. Les textes qui sont proposés dans la collection permettent au moins d'avoir une garantie pour ce qui est de l'authenticité du sens, et permettent aussi d'enrichir, je pense, plus précisément, je pense, certains esprits qui voudraient à la fois curieux et en même temps soucieux en fait de découvrir des pensées qui pour nous sont nouvelles et qui pour les Chinois ont plus de 2000 ans. Je pense que nous pouvons nous enorgueillir de cette manière, avec cette collection, de défendre la sinologie en langue française. Dans un monde où, effectivement, les études chinoises ont pris un tour majoritairement anglophone, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, avec évidemment, on pourrait dire, l'emprise du monde américain et de sa puissante machine universitaire, éditoriale, etc. Et avec évidemment l'emprise de l'anglais comme langue internationale. Mais il ne faut pas oublier que la sinologie, on pourrait dire que c'est une invention française, puisque elle a été institutionnalisée pour la première fois il y a 200 ans ici au Collège de France, en 1814, avec la première chaire entièrement dédiée aux études chinoises, tartare manchou, comme on les appelait à l'époque. Et donc, ce qui paraît là aussi comme une sorte de rêve un peu fou,
en réalité, a même été accueilli avec enthousiasme en Chine même. Nous en avons eu la preuve en faisant une tournée en Chine pour présenter la collection. Et nous avons reçu vraiment un accueil tout à fait enthousiaste. Et donc les Chinois ont découvert justement que cette tradition sinologique française qu'ils connaissaient de réputation n'a jamais cessé, qu'il y a une continuité tout à fait remarquable, et que non seulement elle continue, mais elle vit de plus en plus fort et de façon de plus en plus visible, notamment grâce à cette collection bleue que maintenant tout le monde connaît au moins de loin. On la reconnaît de loin.